Bienvenue en 2020. Aujourd'hui, tout le monde a sur soi un appareil capable de prendre des photos. Que ce soit un téléphone, un appareil photo et certains encore un appareil argentique, les photos sont devenues une part importante de notre vie. Elles inondent les réseaux sociaux. 2263 par seconde, soit 2 716 000 toutes les 20 minutes et environ 71,425 milliards par an. Et ce n'est que Facebook. Aujourd'hui, il est simple de prendre une photo, simple de la poster sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on oublie facilement ce qui se cache derrière nos appareils photo, qu'ils soient miniaturisés ou énormes, très complexes ou de simples chambres noires. Prendre une photo n'est pas simple. La photographie reste l'une des plus grandes inventions des temps modernes. Avant, nous n'avions que nos yeux pour voir le monde. Aujourd'hui, nous avons recréé des yeux capables de capturer l'instant, de voir dans l'invisible et de nous souvenir. Il est important de d'abord bien définir avec quoi on travaille. La lumière. Tout d'abord, la lumière est une onde. Une onde, c'est une perturbation qui se propage. Les vagues, par exemple, sont des ondes, car c'est une perturbation du niveau de l'eau par rapport à son état de base qui est d'être plate. Quand l'onde avance, on dit donc qu'elle se propage. La lumière est une onde électromagnétique, ce qui signifie que c'est le champ électrique et magnétique qui est perturbé. Ce champ électromagnétique varie légèrement d'intensité dans l'espace et dans le temps, comme l'eau varie en hauteur à la surface de l'eau. Les ondes, de façon générale, sont régies par une équation reliant la variation dans le temps à la variation dans l'espace, l'équation d'onde. Cette équation permet de définir le comportement de la lumière. La plupart des phénomènes qu'on observe avec la lumière s'observent aussi avec les autres ondes, car elles sont toutes décrites par la même équation et ont des particularités communes. On peut donc observer des vagues être diffractées ou encore des vibrations dans un ressort être réfléchies. Il existe plusieurs domaines en optique qui diffèrent dans leur représentation théorique de la lumière en faisant des approximations, afin de simplifier certains problèmes. On a donc l'optique géométrique où la lumière est considérée comme des rayons, l'optique ondulatoire où l'on considère la lumière comme une onde, et l'optique quantique où la lumière est une particule, le photon. Même si un appareil photo fait appel à tous les domaines de l'optique, pour décrire un système optique composé de lentilles, on peut utiliser l'optique géométrique, où la lumière est représentée par un rayon qui se propage d'un point A à un point B. Dès lors, certaines règles simples nous permettent de comprendre comment les objectifs d'appareils photo marchent. Il existe deux types principaux de lentilles que l'on utilise dans les systèmes optiques, les lentilles divergentes et les lentilles convergentes. Elles sont définies par un nombre, leur distance focale, qui définit à quel point la lentille va faire diverger ou converger les rayons. On définit d'abord notre système avec l'axe optique qui passe par le centre des différents éléments placés. Il y a alors deux règles de base. Tout rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas affecté et reste une droite. Secondement, tout rayon parallèle à l'axe optique passera par le point focal en sortant de la lentille. À partir de ces règles, on peut définir la distance de mise au point. Pour qu'un objet soit net, il faut qu'un point de l'objet soit représenté par un point sur le capteur. Deux rayons partant d'un même point doivent donc, après être passés dans la lentille, se croiser exactement sur le capteur. De plus, on remarque que quand l'objet est trop près, et si la lentille est limitée dans son déplacement, on ne peut plus faire la mise au point. C'est la distance minimale de mise au point. Pour faire le point, les appareils photo déplacent la lentille afin de faire croiser les rayons au bon endroit. C'est ce qui se passe quand on tourne la bague de mise au point ou lorsqu'elle est faite de façon motorisée. Un autre élément important est la distance focale qui définit le type d'objectif, grand angle ou téléobjectif. Plus la focale est grande, plus l'angle de vue est petit. En assemblant plusieurs lentilles, on peut former des systèmes complexes qui permettront de choisir sa focale. On appelle ça un zoom et cela peut se faire avec seulement deux lentilles, une convergente et une divergente. Le zoom permet grâce à deux lentilles de créer une lentille équivalente dont la distance focale peut être choisie en rapprochant ou en éloignant les deux lentilles. Dans la réalité, les optiques photo ou cinéma sont bien plus complexes. En effet, l'optique géométrique n'est qu'une approximation et en réalité, on observera des aberrations. Les principales aberrations sont les aberrations chromatiques et les aberrations de sphéricité. Ces dernières proviennent du fait qu'une lentille n'est pas parfaite et que les rayons de l'extérieur ne seront pas exactement focalisés où il faut. Et c'est principalement la qualité du verre et l'uniformité de l'usinage de la lentille qui rentrent en jeu, d'où les prix astronomiques des optiques les moins déformantes. Quant aux aberrations chromatiques, celles-ci proviennent de la dispersion. La lumière est composée de plusieurs longueurs d'onde que nous interprétons comme des couleurs. Ces différentes longueurs d'onde ne réagissent pas de la même manière en passant à travers une lentille. Les longueurs d'onde bleues seront plus focalisées que le rouge. Un point projetant du rouge, du bleu et du vert formera alors une tache sur le capteur. Il existe des solutions assez simples pour éviter les aberrations chromatiques, mais cela demande d'associer plusieurs lentilles pour annuler ces effets. Et forcément, cela augmente les coûts pour arriver à une absence d'aberration. L'ouverture du diaphragme est aussi une composante importante des objectifs. Celui-ci définira trois éléments.
la quantité de lumière qui pourra traverser le système optique et donc atteindre le capteur. L'exposition est donc directement liée à l'ouverture. La profondeur de champ qui est définie comme la profondeur de la zone sur laquelle les éléments sont nets. Et enfin le piqué qui définit la qualité de l'image et qui dépend en partie des aberrations de sphéricité. Pour comprendre la profondeur de champ, prenons deux objets à deux distances différentes de la lentille. On fait la netteté sur le premier élément et on remarque que le deuxième forme une tache sur le capteur, il n'est pas net. En fermant le diaphragme, on diminue le diamètre d'entrée et on limite le nombre de rayons qui atteint le capteur en sélectionnant seulement les rayons centraux. Quand la tache devient plus petite qu'un pixel, nos deux objets, même éloignés l'un de l'autre, sont tous les deux nets. Donc en résumant, plus on ferme le diaphragme, plus on se limite aux rayons centraux. L'image est donc nette et la profondeur de champ augmente. Il est assez connu que les grandes focales donneront un flou d'arrière-plan encore plus prononcé. C'est-à-dire que la profondeur de champ sera encore plus courte. Techniquement, rien n'explique cela, car comme on a pu le voir, seul le diamètre de l'ouverture définit la profondeur de champ. Cependant, quand on parle d'ouverture en photographie, on parle de f-number, et celui-ci n'est pas équivalent au diamètre du diaphragme. Le f-number est le rapport entre la focale et le diamètre de l'ouverture. Le f-number est donc petit quand le diaphragme est grand ouvert. Il est défini ainsi car il permet un calcul plus simple de la lumière qui atteint le capteur. Maintenant, partons d'un 24 mm à f2 et augmentons la focale. On remarque alors que le f-number augmente. Pour garder un f-number de 2, il nous faut compenser en augmentant le diamètre. On ouvre donc le diaphragme. Cependant, comme la profondeur de champ dépend seulement du diamètre d'ouverture, et que celui-ci est plus grand pour maintenir l'ouverture à f2, on a donc une profondeur de champ plus courte et plus de flou d'arrière-plan. Il est connu aussi que les capteurs de petite taille type APS-C ou les capteurs de téléphone donnent une profondeur de champ très grande. Vous pouvez remarquer cela avec votre téléphone qui ne vous donnera pas cet effet de flou d'arrière-plan, sauf en utilisant un traitement logiciel derrière. Cela s'explique assez facilement. Le capteur étant plus petit, cela revient à zoomer dans l'image. Prenons donc un capteur standard full frame avec un 70 mm, on obtient cette image. Avec un capteur plus petit, par exemple un APS-C, on obtiendra cette image, 1,5 fois plus grande. Avec un micro 4/3, elle sera 2 fois plus grande. Pour avoir la même composition sur le capteur plus petit, on doit utiliser une focale plus courte, par exemple un 50 mm sur l'APS-C et un 35 mm sur le micro 4/3. Or, comme on l'a dit plus tôt, si la focale est plus courte, on aura une plus grande profondeur de champ, et donc moins de flou d'arrière-plan. Ce n'est donc pas la taille du capteur qui affecte la profondeur de champ, mais toujours l'optique utilisée pour avoir le même cadrage. Pour ce qui est de la qualité, le plus souvent elle est améliorée lorsque l'on ferme un peu le diaphragme. En effet, les aberrations de sphéricité détériorent l'image. Les rayons passant aux extrémités de la lentille convergent plus, et l'image est donc une tache. Comme précédemment pour la profondeur de champ, en fermant le diaphragme, on sélectionne les rayons centraux et on augmente la qualité. La complexité apparente des appareils photo repose sur des principes optiques simples. Mais pour atteindre la qualité actuelle, la recherche a développé des solutions de plus en plus complexes pour améliorer l'ergonomie, miniaturiser ou encore augmenter la définition de nos appareils. Tous ces éléments nous permettent seulement de capter la lumière et de la projeter sur un capteur. Cependant, il reste encore beaucoup d'étapes avant d'avoir une photo. La prochaine fois, nous parlerons de comment les capteurs captent la lumière et enregistrent l'image pour finalement créer une photographie. J'espère que cette vidéo vous a plu, et bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Je vous invite à soutenir mon travail en laissant un j'aime et en vous abonnant, et merci à vous. À bientôt.